Bonsoir à tous, vraiment très heureuse de vous retrouver. Merci à vous d'être fidèles à votre rendez-vous Santé 10. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui vous intéresse tous, mais vraiment tous. Nous allons laisser place aux invités, Jordan. Informer les usagers sur leurs droits. C'est ce que nous allons faire ce soir. Avec nous, pour en parler, deux personnes qui font partie de France Assos Santé. Nous avons d'un côté, on dit les femmes d'abord. Donc nous allons commencer avec Johanna Thomas, coordonnatrice régionale de France Assos Santé. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes venu avec le président, attention, le président, Monsieur Lemestre, qui était d'ailleurs avec nous jeudi dernier. Nous avons parlé de la maladie d'Alzheimer. Et Monsieur Lemestre, qui est le président de France Assos Santé, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth. Exact. Ce soir, nous allons parler des doigts des usagers, c'est très très important. Il y avait le 18, c'est bien ça, le 18 avril, c'était la journée européenne, vos droits en santé, n'est-ce pas? Oui. Informer les usagers sur leurs droits en santé afin qu'ils les fassent valoir et qu'ils soient acteurs de leur santé. C'est ce que dit France Assos Santé. Une présentation, Monsieur Lemestre, de l'association. Alors, il faut savoir que l'association France Assos Santé, donc le terme juridique, c'est un terme qui est né en 2017. Mais il existait avant un collectif qui s'appelait le CIS, le collectif interassociatif sur la santé, qui regroupait pas mal d'associations. Et en fait, c'est suite au scandale du sang dans les années 80. Ensuite, en 98, 99, il y a eu les assises sur le cancer. Et ce sont deux associations, notamment le cancer et les associations qui se battaient pour le sida, qui ont dit mais c'est pas possible, on n'est pas acteur de notre santé, on nous dirige, etc. Mais nous on en a marre, on veut comprendre et surtout on veut participer à notre prise en soin. Et du coup donc ce collectif s'est créé et la loi de modernisation de 2018 a fait que 2016 a fait que le CIS n'existait plus pour devenir ce qu'on appelle l'UNAS, l'Union nationale des associations agréées dans le système de santé. Mais comme c'était très complexe, c'est très long, du coup, le terme juridique est devenu France Assos Santé. D'accord ? Donc, au niveau national, nous avons l'UNAS, et dans toutes les régions de France, il y a aussi ce regroupement d'associations qui deviennent URAS. Donc, l'UNAS, qui est national, devient régional URAS. D'accord ? Mais en termes juridiques, on dit France Assos Santé. Donc c'est vraiment une union d'associations qui s'est créée et nous sommes d'ailleurs même inscrits dans le Code de la santé publique puisque, on en parlera certainement, la démocratie sanitaire de la loi Kouchner de 2002 a fait en sorte que justement on ait cette reconnaissance et le but c'est de défendre nos droits en tant que citoyens face au système de santé qui peut y avoir, parce qu'il n'y a pas toujours des problèmes. Mais le but du jeu, c'est qu'on donne la parole aux usagers du système de santé. Pour mieux diriger mes questions, puisque vous faites tous les deux partie de France Assos Santé, Johanna, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quoi consiste votre fonction dans cette association, le rôle de Johanna? Alors, je suis la coordinatrice de l'association. Alors, il y a plusieurs fonctions et elles sont surtout rattachées aux missions, finalement, de France Assos Santé. La première mission, c'est la mission d'information sur les droits en santé. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la Journée européenne des droits en santé, régulièrement, on fait des actions sur le terrain. C'est vrai qu'en les années précédentes, on privilégiait des actions de proximité avec la population et notamment au sein des établissements de santé. Donc, je suis là aussi pour mettre en place ce type d'action, de faire le relationnel avec les établissements de santé et de fixer ensemble, en partenariat, quelle action qu'on peut mener pour mieux informer les personnes sur leurs droits. Et avec la situation, vous avez beaucoup travaillé pour trouver une manière de communiquer et de communiquer envers toutes les générations.
Oui, c'est ça. Cette année, on s'est dit, l'année dernière déjà, on n'a pu rien faire parce qu'avec la situation Covid, le confinement total, on n'a pas pu mener d'action, mais on s'est dit cette année, on ne va pas se laisser abattre, on va s'adapter. C'est la raison pour laquelle on a mis en place 3 webinaires ou webconférences, comme on peut l'appeler, pour justement toucher un maximum de public. Donc cette semaine d'ailleurs, mardi, mercredi et encore ce matin, on avait ces webinaires. Donc mardi, c'était sur la thématique des droits des usagers en santé, où on a pu balayer les droits fondamentaux. Je pense qu'on va y revenir. Hein. Et puis mardi, on a parlé plutôt des droits des aidants. C'est vrai que c'était une question... On va en parler aussi d'ailleurs. Ouais, ben voilà, on va aussi en parler. Et enfin, ce matin, c'était plutôt centré sur les actions concrètes qui sont proposées en faveur des personnes, des aidants. Voilà. Johanna, avec vous, nous pouvons parler de démocratie sanitaire et puis aussi parler de la place des associations représentant les usagers. Oui, donc il faut savoir que on ne peut pas parler de droit sans parler de démocratie sanitaire. C'est incontournable. Si vous voulez, la démocratie sanitaire, c'est une démarche qui permet de concerter l'ensemble des acteurs du système de santé. Donc on a de toute évidence les professionnels de santé qui participent à cette démocratie sanitaire. On a les autorités qui aussi décident des politiques de santé, mais tout le combat que le président a décrit qui font suite aux différentes crises sanitaires a aussi emmené les associations à prendre place à cette démocratie sanitaire en tant que représentants des citoyens dans le domaine de la santé. Donc, c'est ce qu'on appelle démocratie sanitaire, c'est que l'ensemble des acteurs soient autour de la table pour mettre leur grain de sel, en fait, hein, pour définir une politique de santé la mieux possible. Voilà, au service des usagers. Et les associations représentant les usagers ont une grande place. C'est vrai, c'est vrai. Surtout avec la loi Kouchner de 2002 qui a vraiment réaffirmé les droits des malades. On voit que les associations, elles prennent place et partent aux différentes instances de ces démocraties sanitaires. On retrouve, par exemple, à l'ARS, la conférence de santé de l'autonomie, où on retrouve des associations qui sont là justement pour défendre les intérêts des usagers lorsque les politiques d'accès aux soins sont discutées, par exemple, ou les politiques de parcours de soins aussi sont discutées. On retrouve aussi des associations plus dans les services de soins, comme au sein des établissements de santé, où là, on retrouve la commission des usagers. C'est aussi une instance de démocratie sanitaire, mais qui s'exerce au sein d'un établissement. Par exemple, au CHU, il y a une commission des usagers avec des représentants des usagers qui viennent de ces associations. Donc, ce sont des bénévoles de ces associations. La transition est toute faite, puisqu'avec Monsieur le Maistre, je voulais qu'on parle du représentant des usagers au sein des établissements. Mais avant, je propose que nous puissions regarder une petite vidéo. Et puis, à la fin de cette vidéo, vous allez réagir. D'accord. Merci, Jordan.
suite. Monsieur le maître, on peut réagir par rapport à cette vidéo. En plus, c'est très important que vous puissiez réagir puisqu'on a quelqu'un de Saint-Barth qui nous a envoyé un message pour nous dire que ce serait bien d'expliquer parce que cette dame est non-voyante et cette vidéo n'explique pas. C'est surtout pour ceux qui peuvent regarder. Non, mais vous avez entièrement raison. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, des fois, de faire des conférences devant du public. Donc, il y a obligatoirement quelqu'un qui vient avec, du moins, un professionnel avec la langue des signes et tout. Là, c'est bon. On n'a pas pensé. On n'y a pas pensé. Mais on va y remédier. On n'y a pas pensé, mais on va y remédier. Mais c'est vrai que la représentation des usagers, ce qu'il y a de bien donc avec cette loi, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve des représentants d'usagers qui viennent d'associations agréées. Alors, c'est toujours d'associations agréées dans le système, dans le monde de la santé, Alzheimer, la Ligue contre le cancer, etc., et j'en passe bien d'autres, l'Association des diabétiques de Guadeloupe, etc. Comment dirais-je? Oui, donc obligatoirement qui viennent d'associations agréées et on les retrouve donc au sein de ces commissions droits des usagers dans les établissements de santé, tout ce qui est sanitaire. Et on retrouve aussi dans tout ce qui est les EHPAD, les médico-social. Dans le médico-social, on trouve, alors ce ne sont pas des CDU, ce ne sont pas des commissions des usagers, ce sont des CVS, le Conseil de vie sociale, mais on retrouve aussi des représentants des usagers au sein de ces établissements médico-sociaux. Donc voilà, mais le but du représentant des usagers dans un établissement, il n'est pas là pour obligatoirement tout casser. Le but du jeu, c'est d'améliorer la qualité de soins, la qualité d'accueil des personnes qui vont entrer dans cet établissement. Donc, il faut savoir que la loi impose dans tous les établissements de santé qu'il y ait un livret d'accueil. Très bien. Et ce livret d'accueil, il y est obligatoirement mentionné les représentants d'usagers qui font partie de la CDU de l'établissement. D'accord? Ça veut dire que toute personne au sein d'un établissement peut savoir qui est représentant d'usager, peut saisir ce représentant d'usager et peut porter plainte ou réclamation au niveau de la CDU, au niveau du conseil, de la commission des droits des usagers. Et la loi aussi impose que toute plainte et réclamation soient obligatoirement traitées par la CDU. Ça veut dire qu'obligatoirement, le représentant des usagers sait tout ce qui se passe dans l'hôpital et essaye d'améliorer au mieux la prise en soin de ces personnes, des personnes qui sont au sein de l'établissement. Et puis, à vous deux, je m'adresse, pour être acteur de sa santé, il est primordial de connaître ses droits. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et c'est en fait le cheval de bataille de France Asso Santé, c'est concrètement de sensibiliser les personnes sur leurs droits parce que ça peut permettre à deux niveaux d'être d'une part un levier pour améliorer la prise en soin au sein de l'établissement, mais finalement, globalement, c'est d'améliorer le système de santé, d'améliorer le service de soins qu'on va recevoir. On peut prendre un exemple. On a par exemple droit à l'information sur les soins. Oui, c'est ça. Très concrètement, le médecin a le devoir de nous informer sur les soins qu'on va recevoir, de nous dire exactement de quoi nous souffrons, mais aussi de nous informer sur les solutions alternatives, les traitements thérapeutiques qu'il existe pour que nous, patients, on puisse prendre une décision éclairée par rapport à tout ce que peut nous proposer le médecin. Autre exemple, Johanna, nous avons aussi droit à l'accès au dossier médical, si nous voulons obtenir un deuxième avis médical, par exemple. Par exemple, tout à fait. Alors, pour accéder à son dossier médical, c'est plutôt simple si on veut, dans la mesure où il faut quand même respecter une procédure. Il faut envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception, soit à l'établissement, si on a été soigné au sein d'un établissement par un médecin, ou soit si on a été soigné par un médecin en cabinet ou un professionnel de santé en cabinet, c'est directement à ce médecin qu'on adresse cette lettre, où on demande justement l'accès à son dossier médical. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs possibilités pour cet accès. Soit on va le consulter sur place. D'accord. Voilà.
Donc, ça veut dire que finalement, on avait besoin d'informations qui n'ont pas forcément besoin d'être récupérées. Ou soit, on peut demander de récupérer une copie de ce dossier. Comment devons-nous faire cette demande? Il y a sûrement une manière précise de faire. Alors, c'est vrai qu'on met à disposition des personnes des modèles de courrier où finalement, on doit s'identifier, bien entendu, avec une copie de sa pièce d'identité, et on doit également spécifier le moment où on a été pris en charge, la date, le service aussi où on a été pris en charge, si c'est un établissement de santé, et puis dire également, soit on veut une partie du dossier médical si on recherche des informations précises de notre état de santé, ou bien on peut demander la globalité de notre dossier médical. Et enfin, à la fin, préciser comment on souhaite consulter ce dossier. Est-ce que c'est sur place? Est-ce que c'est récupérer une copie? Il faut savoir que l'établissement ou le médecin peut demander à ce qu'on paie les frais qui sont liés à la copie de ce document. Johanna, il y a un temps pour faire cette démarche et pour avoir une réponse? Il y a surtout un temps pour avoir la réponse. Donc, pour toutes les informations qui sont contenues dans le dossier et qui datent de moins de 5 ans, donc si j'ai été opérée, on va dire, il y a 2 ans et que je veux connaître le compte-rendu, avoir le compte-rendu de cette opération, normalement, après réception de mon courrier, l'établissement a 8 jours pour me communiquer les éléments. Et si c'est une information qui date de plus de 5 ans, là, l'établissement a 2 mois pour nous communiquer ces informations et nous dire comment on va les consulter ou les recevoir. Voilà. Monsieur le maître, il est important que les usagers s'expriment sur la qualité des soins reçus. C'est ce qui contribue en tout cas à améliorer certaines choses par la suite au sein des établissements. Ah non, mais c'est très important. C'est comment dirais-je, le patient et comment dirais-je, s'il a des choses à dire, il faut qu'il le dise. Alors, on a un petit souci, nous, en Guadeloupe, c'est qu'on est un peuple d'oralité. C'est-à-dire que la plupart du temps, les plaintes et réclamations, en règle générale, on oublie d'écrire, mais on va pas le écrire, dire. Mais par contre, on reste dans l'oralité et on le dit oralement. Et c'est toujours pareil, même les plaintes et réclamations oralement doivent être écrites. C'est-à-dire que l'établissement doit aussi le mentionner dans un cahier et en CDU, on va en parler, en commission de droits d'usager, on va en parler pour voir quelle est la réponse qui a été donnée, au bout de combien de temps elle a été donnée et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Vous avez des gens des fois qui se plaignent en disant « moi je ne comprends pas, mais on est en train de parler de moi dans le couloir ». Il faut savoir qu'on est tous soumis au secret médical. Donc, si vous parlez d'un patient, ça ne se fait pas dans un couloir, ça se fait dans une pièce que personne ne doit comment dirais-je, doit écouter, quoi. Donc, le secret médical appartient au patient. Il peut y avoir aussi le droit à l'intimité. Vous êtes 2-3 dans une chambre, vous avez des patients qui sont alités. Voilà, ben, il faut mettre, si on va faire la toilette, eh ben, on va mettre un rideau ou un paravent, voilà, pour séparer, justement, parce qu'il a droit à l'intimité, des choses comme ça. Donc, on a, comme je vous dis, les représentants usagers ne sont pas là pour casser, ils sont là pour essayer d'améliorer au mieux la qualité de soins des patients. Mais il faut aussi que les patients le disent quand ils ne sont pas contents, qu'ils viennent voir les représentants usagers, parce que son rôle, c'est de trouver des solutions pour que tout aille mieux. Après, il y a des droits. Et c'est vrai, comme disait Johanna, il y a des droits, et ces droits, au minimum, ces droits doivent être respectés. On va revenir tout à l'heure sur le représentant des usagers au sein des établissements, parce qu'on a énormément de questions de téléspectateurs, et on a par exemple Caroline qui demande d'expliquer comment on devient représentant des usagers au sein d'un établissement, sachant que tout un chacun ne peut pas l'être. Voilà, donc on va revenir sur ce point dans un instant. Et puis on aimerait aussi savoir, on a dit que France Assos Santé, c'est en Guadeloupe, c'est à Saint-Barth, c'est à Saint-Martin. Est-ce que vous rencontrez un peu les mêmes difficultés aux 3 endroits, ou est-ce que c'est différent? Je prends par exemple l'exemple des usagers qui parlent mais qui forcément n'écrivent pas. C'est de la même manière aux 3 endroits?
Alors, à Saint-Martin, on connaît un petit peu moins. C'est parce que avec cette histoire de Covid, alors Saint-Martin, on était avant la Covid, on était en pourparlers avec eux pour justement mettre en place des choses. On a fait, au sein de l'hôpital de Saint-Martin, on a expliqué c'était quoi la démocratie sanitaire, c'était quoi la représentation des usagers et tout ça. Après, on devait mettre en place des actions qui, hélas, n'ont pas pu être menées. Pour le moment. Pour le moment. Et puis à Saint-Martin, ils ont aussi très souvent aussi une problématique, c'est le langage. Beaucoup parlent anglais là-bas, alors que vous avez pas obligatoirement des professionnels de santé qui parlent l'anglais. Donc il faut obligatoirement adapter la prise en soin et la communication entre le professionnel de santé et l'usager. Je vous propose de marquer une courte pause et on va se retrouver juste après pour continuer à discuter et à parler aussi, quand on va revenir, à parler aussi des droits des aidants. Et ce soir, nous parlons de vos doigts. Oui, en santé, vous avez des doigts. En Guadeloupe, à Saint-Martin, à Saint-Barth, il y a France Assos Santé, la voix des usagers. Nous avons avec nous ce soir, pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, Monsieur François Lemestre, qui est le président de France Assos Santé, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et nous avons Madame Johanna Thomas, qui est la coordonnatrice régionale de France Assos Santé. Juste avant la pause, Caroline posait la question suivante: comment devient-on le représentant des usagers dans un établissement? Alors, il faut d'abord faire partie d'une association agréée. C'est ce que on vous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a, c'est la loi qui l'impose, donc faire partie d'une association agréée, mais des associations agréées, il y en a beaucoup, donc là-dessus, c'est pas un souci. Ensuite, après, cette association va demander à ses membres qui a envie d'être représentant des usagers. Alors, ils vont donner le nom à France Assos Santé, d'accord? Et nous, on va transmettre le nom à l'ARS. Alors, ce n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de passer par France Assos Santé pour devenir représentant d'usagers. Mais on doit obligatoirement faire partie d'une association agréée, d'accord? Et en règle générale, comme France Assos Santé, c'est une union d'associations. Du coup, il y a plus de contact avec l'ARS et l'ARS nous contacte en demandant, on a besoin d'un certain nombre d'usagers, de représentants d'usagers. Est-ce qu'il est possible de donner des noms, etc., etc. Alors, représentants d'usagers au sein d'un établissement, oui, mais ne perdons pas de vue qu'on a cette confiance établie avec notre médecin. On a ce dialogue avec notre docteur. Et là, c'est très important, il ne faut surtout pas changer, bien au contraire, soyez encore plus en confiance, soyez encore, encore plus dans ce dialogue, dans ces échanges avec votre docteur, puisque là aussi, c'est primordial pour ce représentant des usagers en établissement. Oui, mais c'est un message aussi que France Assos Santé tient à tenir, On n'est pas là pour dire que l'usager il fait seul sa prise en charge. Au contraire, le professionnel de santé, c'est un réel partenaire qui vient avec une connaissance technique sur la maladie et qui nous éclaire au mieux par rapport à sa connaissance pour qu'on puisse prendre la meilleure des décisions. Et c'est là où on parle de consentement éclairé. C'est dans ce dialogue qu'on a avec son docteur qui nous informe sur toutes les possibilités thérapeutiques, qui nous informe aussi sur comment va se passer l'intervention. Et c'est là aussi que le lien de confiance se crée finalement. C'est dans les questions qui sont posées et les réponses qui sont données aux patients par le professionnel de santé. Donc on n'est pas du tout là pour évincer le professionnel de santé. Bien au contraire. Bien au contraire, on lui reconnaît sa place et sa plus-value dans le service qu'il nous rend en tant que patient, mais c'est vrai que je pense que, à contrario, le professionnel de santé aussi a envie d'un patient qui soit actif, qui s'intéresse, qui se demande aussi, mais comment moi je peux contribuer à ma prise en charge. Donc, sur cette question du professionnel, on n'a pas d'équivoque. Comme je vous disais, on n'est pas là pour attaquer les professionnels. On est là pour essayer de travailler avec eux et amener au maximum une meilleure prise en soin, une meilleure qualité de cette prise en soin. Je vais quand même, ça n'arrive pas souvent, mais il m'est déjà arrivé que des personnes me disent « Je ne suis pas content de mon médecin, est-ce que je peux changer ?»
Oui, si vous n'êtes pas contre, parce que vous, comme le médecin référent, il est inscrit à la sécurité sociale, parce que vous avez donné son nom et tout, mais c'est pas souvent et heureusement, mais quand ça arrive, dites-vous bien que si vous voulez changer de médecin, vous avez tout à fait le droit de le faire, parce que la loi dit que vous choisissez le praticien que vous voulez. D'accord ? Monsieur le maître, on parlait du représentant des usagers au sein des établissements. Les choses ont beaucoup évolué depuis quelque temps, hein, d'ailleurs. Le représentant peut échelonner certaines étapes. Vous étiez en train de nous dire pendant la pause, hors antenne, peut-être que les téléspectateurs aimeraient bien comprendre. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que la représentation des usagers, elle est très importante. Elle donne la parole aux usagers. Et comme je vous dis, toutes les plaintes et réclamations, la loi impose que la direction donne aux représentants usagers qui vont en discuter en commission des usagers pour justement mieux améliorer cette prise en soin. C'est-à-dire que je ne sais pas, moi, il m'est arrivé au sein de l'établissement où je suis, représentant usager, qu'on ait répondu beaucoup trop tardivement à une plainte et réclamation. Donc, je ne suis pas là pour taper du poing sur la table, c'est de demander, mais pourquoi on a répondu à cette personne 3 mois après, alors que normalement, on aurait dû lui répondre dans la semaine. D'accord ? Donc, essayez de trouver des solutions et les choses s'améliorent. On est vraiment là dans un dialogue entre les professionnels et de l'expérience que j'ai et des représentants d'usagers que je connais qui sont dans d'autres établissements, on voit bien que les équipes en place sont là pour essayer de faire au maximum pour améliorer cette prise en soin. Johanna, en cas d'erreur médicale ou d'accident médical, là aussi, il y a des choses possibles, il y a des choses à faire. Il y a des recours possibles, en effet. Donc, soit on peut se retourner directement vers l'assureur du professionnel de santé ou bien de l'établissement de santé, mais ça veut dire qu'au préalable, on a récupéré son dossier médical, on a prouvé aussi qu'il y a un certain nombre de dommages qu'on a subis. Donc des dommages physiques, psychologiques liés à la perte de l'emploi ou bien à l'impossibilité de reprendre son emploi. Donc c'est un certain nombre de conséquences sur sa vie personnelle. Ou encore, on peut saisir ce qu'on appelle la commission de conciliation et d'indemnisation. Donc ça, c'est une commission qui est indépendante et qui justement réunit des représentants des usagers, des représentants aussi des professionnels de santé et qui, après avis d'un expert, détermine justement s'il y a eu des conséquences graves et si ça nécessite d'aller jusqu'à l'indemnisation. Parce que c'est vrai que les personnes souvent connaissent les recours judiciaires, ça va de soi, mais il y a aussi des recours plus amiables. Et les recours judiciaires, souvent on se dit « Oh là là, je ne vais pas m'engager dans ça parce que ça va être trop lourd et trop long », alors qu'il existe des alternatives aussi pour faire reconnaître le dommage qu'on a subi. Il est important de savoir aussi que cette commission d'indemnisation, de conciliation et d'indemnisation, elle n'est pas en Guadeloupe, elle est à Nancy. D'accord. Donc, il fait que c'est vraiment un professionnel extérieur qui va étudier le dossier. Et comme disait Johanna, il va y avoir après les professionnels, des représentants d'usagers, justement pour étudier le dossier. Et s'il y a droit à indemnisation, il y aura indemnisation. Et juste préciser que l'expert se déplace en Guadeloupe pour rencontrer la personne qui a fait la démarche. Voilà, pour évaluer les dommages. Jean-Marc de Saint-Claude, il nous écrit « J'attends avec impatience que vous en arriviez au droit des aidants ». Donc on y est? La transition est toute faite? On y est. Alors quand on parle des droits des aidants, est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples, Johanna ou Monsieur le Maître? Monsieur le Maître. Non, mais Johanna, je crois que vous avez bien étudié le droit des aidants. Surtout que vous avez fait l'émission hier, je crois. Enfin, la webconférence. La webconférence. Oui, c'est vrai, mais vous allez compléter. Je sais sur quel sujet. Je vais vous donner la parole à ce moment-là. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a souhaité consacrer une de nos webconférences aux droits des aidants parce que c'était une question qui
nous tenait à cœur du fait que nos associations nous remontent régulièrement qu'elles rencontrent des aidants qui sont épuisés ou qui ne savent pas finalement comment faire valoir leur statut et qui souvent ont besoin d'aide. Donc ça peut passer par plusieurs aides et c'est vrai que notre juriste de notre ligne Santé Info Droit était là pour présenter un petit peu le panel de toutes ces aides. Donc, je vais juste les citer très rapidement, mais ça va être important que les personnes puissent visionner notre webconférence pour avoir tous les détails. Et la semaine prochaine, justement, on compte communiquer sur notre site dans cette direction. Donc, concrètement, il existe des aides au congé. Donc, par exemple, pour les personnes qui travaillent, elles peuvent bénéficier d'un congé pour accompagner un aidant ou bien de plusieurs jours pour quelqu'un qui est en fin de vie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des aides financières. Par exemple, les parents d'enfants en situation de handicap, mais doivent parfois et souvent renoncer à une activité professionnelle pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc, il existe des allocations, comme l'allocation d'enfants en situation de handicap, pour pallier à ce manque de revenus. Il existe aussi des solutions un petit peu plus d'aide humaine. Pour soulager les dents, il peut avoir recours à l'APA ou bien au niveau de la caisse de retraite, il y a des aides dans le cadre du bien vieillir aussi, pour qu'il y ait une aide ménagère qui vienne. Et ça soulage aussi beaucoup parce que l'investissement en termes physiques pour faire le ménage, c'est pas évident. Et ça contribue à l'épuisement. Après, il y a toutes les aides qui tournent autour de l'accompagnement même de l'aidant, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement au répit aussi, et puis toutes les aides autour de la formation, n'est-ce pas, monsieur le maître? Oui, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des aides de congé. Vous avez tout à fait le droit de prendre un congé parental pour vous occuper d'un parent malade. Alors hélas, c'est le genre d'aide où il y a très peu de rémunération, voire pas du tout de rémunération. C'est-à-dire que votre employeur ne peut pas vous interdire de prendre ce congé, mais c'est un congé non rémunéré. Mais il faut savoir aussi que la loi autorise à ce qu'un employé donne de ses congés, à la personne qui a besoin justement d'aller s'occuper de son parent. Donc il va donner ces congés et du coup le parent qui va venir en aide aura au moins une petite somme qui va l'aider à s'occuper de son parent. Sinon, oui, le droit à la formation, par exemple, on en a parlé la semaine dernière, mais la formation des aidants familiaux, par exemple, dans le monde d'Alzheimer ou des maladies apparentées, c'est un droit, donc on forme gratuitement les aidants familiaux là-dessus. Et puis, oui, le droit à l'information, le droit à la formation, et il y a beaucoup de droits. Là, c'est vrai que la ligne Santé Info Droit va rentrer beaucoup plus facilement dans le détail parce qu'il y a énormément de droits. J'en ai même appris hier quand j'ai regardé le webinaire. Donc voilà, mais il y a des droits, mais à savoir quand même que beaucoup, c'est des congés non rémunérés. Et surtout, il y a beaucoup de petits critères aussi d'accès à ces droits-là. C'est pour ça qu'on incite les personnes à contacter notre ligne Santé Info Droit, parce qu'au cas par cas, on peut être ou pas dans la bonne case finalement pour le bon droit. Très bien. On a Bruno du côté de Saint-Barth qui nous demande est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur les directives anticipées. Oui. Alors, je peux en parler, mais Johanna peut en parler aussi. C'est aussi un des combats de France Alzheimer, c'est justement le droit à la fin de vie. D'accord ? Les directives anticipées, c'est quoi ? C'est-à-dire, alors c'est difficile d'en parler en Guadeloupe parce que j'ai déjà essayé d'en parler, mais très souvent les gens disent oui, mais je suis en train de prévoir ma mort. Le but n'est pas de prévoir sa mort. Le but, c'est de faire un courrier et de dire que on ne veut pas d'acharnement thérapeutique, par exemple. On choisit qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Donc, ce qui s'est passé avec l'affaire Lambert, par exemple,
qu'on en a tous entendu parler, c'est que ce pauvre jeune homme n'avait pas fait de directive anticipée. Et on a vu une famille en train de se déchirer, parce que justement, sans directive anticipée, c'est difficile pour un professionnel de santé de prendre la bonne décision. Il peut la prendre. Mais comme la loi impose qu'il n'y a pas de directive anticipée et que l'euthanasie est absolument interdite en France, donc le professionnel de santé, pour lui, c'est très difficile de gérer un cas comme ça. Et c'est resté très longtemps en justice et tout. Donc, les directives anticipées, ce n'est pas dire je vais mourir demain. Il m'arrive un accident de la route, je suis tétraplégique, etc. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique, je choisis ma fin de vie. On a une question qui vient tout juste d'arriver. Merci à notre réalisateur Jordan qui a récupéré cette question à l'instant. Au téléphone, doigt des usagers dans le cadre d'une infection nosocomiale, que devons-nous faire? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est toujours pareil, c'est saisir déjà la CDU, donc la commission droit des usagers au sein de l'établissement, d'accord? Donc déjà saisir cette CDU, ils vont en parler, effectivement à l'assurance de l'hôpital ou de la clinique, et voir plus loin, aller en commission de conciliation et d'indemnisation, et puis après ça peut aller en justice. On a Clarisse qui est à Boissy-Saint-Léger, qui nous demande est-ce qu'on peut s'arrêter sur la personne qu'un malade doit désigner, la personne de confiance. Oui, donc la personne de confiance, c'est une personne qui est désignée par écrit, c'est très important, hein, par écrit par le patient, et qui va l'assister déjà dans toutes ses démarches médicales, qui peut l'accompagner aux rendez-vous médicaux, mais c'est surtout une personne qu'on va interroger au moment où le patient ne peut pas exprimer ce qu'il veut. Donc, Monsieur le Mess donnait un exemple, tétraplégique ou même dans le coma, on ne peut pas du tout s'exprimer et il y a un certain nombre de décisions à prendre, peut-être pour la fin de vie, est-ce qu'on continue les soins ou pas. Donc, c'est aussi de parler à sa personne de confiance de ce qu'on voudrait pour notre fin de vie. Est-ce qu'on veut limiter les traitements? Est-ce qu'on veut au contraire que ça continue? Et il faut savoir néanmoins que les médecins se réunissent aussi pour pouvoir décider à partir de ce que la personne de confiance leur aura dit, ou bien si la personne a écrit des directives anticipées, les professionnels vont interroger ces directives anticipées et enfin dire qu'est-ce qu'on fait du patient. Donc, personne de confiance et directives anticipées, ce sont des outils pour un petit peu quand le patient ne peut pas s'exprimer parce qu'il est dans un état qui ne le permet pas, médical qui ne le permet pas, mais de dire ce qu'il a besoin, ce qu'il aimerait plutôt pour sa fin de vie. Voilà. Alors, il est très important de dire que la personne de confiance n'a rien à voir, parce que quand vous allez en établissement, on vous dit toujours la personne de confiance, quelle est la personne à avertir en cas d'urgence. D'accord? C'est vraiment deux personnes distinctes, vraiment différentes. La personne de confiance, c'est une personne, c'est vous. Ça veut bien dire confiance, c'est vous qui décidez, avec l'accord bien sûr de la personne, de dire est-ce que tu veux être ma personne de confiance, parce que si jamais demain je suis ou dans 1 an ou dans 2 ans, j'ai besoin parce que j'ai perdu mes capacités intellectuelles, est-ce que tu pourras voilà, prendre telle décision parce que c'est ce que je voudrais, etc. Il faut savoir aussi que la personne de confiance, c'est pas obligatoirement la famille. C'est pas obligatoirement le mari, c'est pas obligatoirement la femme, c'est pas obligatoirement les enfants. Votre médecin de famille peut être votre personne de confiance. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Et c'est surtout, on peut changer quand on veut la personne de confiance. Quand on veut. Ce n'est pas ad vitam aeternam, d'accord? Si au bout de 2 ans, cette personne... Et en plus, je crois qu'au bout de 2 ans, si mes souvenirs sont bons, la loi veut qu'on renouvelle, non? Non, c'est vraiment, on peut changer à tout moment. C'est à tout moment maintenant. Hein, oui, voilà. Oui. C'est ça. Donc changer à tout moment de cette personne de confiance. Mais la personne de confiance, rien à voir avec la personne à prévenir en cas d'urgence, c'est la personne en qui vous avez confiance et que vous lui dites, voilà ce que j'aimerais
si jamais il m'arrive telle chose, voilà ce que j'aimerais que tu prennes comme décision. Mais ça peut être la même personne. Et ça peut être la même personne, on est d'accord. On est d'accord. Et la loi aussi impose aux professionnels de santé d'écouter cette personne de confiance. Il aura le dernier mot, parce que si la personne de confiance, le professionnel reste quand même celui qui connaît l'état de santé, qui connaît bien Mais quoi qu'il en soit, il se doit quand même d'écouter la personne de confiance et comme on disait tout à l'heure, écouter les directives anticipées. Vous savez qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, ça va très très vite. Je voudrais juste vous demander ce qu'on pourrait rajouter, ce qu'il est important en tout cas de rajouter sur cette partie qu'on a décidé de traiter ce soir. Vraiment, on s'est dit qu'on mettait l'accent sur les usagers, sur leurs droits en santé, afin qu'ils fassent valoir leurs droits et qu'ils soient surtout acteurs de leur santé. Non, mais il y a tellement, vous savez, il y a tellement de droits. Par exemple, la CMU, il faut savoir que la discrimination est absolument interdite dans la prise en soin d'une personne. Donc, c'est pas parce qu'elle a la CMU qu'il faut pas la soigner. C'est pas parce qu'elle vient d'un pays nord-africain, par exemple, qu'il faut pas la soigner. La discrimination est absolument interdite chez nous. Donc, s'il y a discrimination, ben, il faut aussi le dire. Il faut aussi le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'exemples. Il y a... Après, l'idée aussi, c'est qu'on ne souhaite pas que le citoyen, l'usager en santé, soit un juriste. Hein. Ah oui, on n'est pas... Justement, l'idée, c'est de lui dire, il y a France Assos Santé qui met à disposition des outils, comme notre plateforme de juristes, qu'ils peuvent joindre de 8h à midi. Et on va pouvoir donner le numéro. Justement, comment faire pour rentrer en voilà. contact avec vous? Donc, c'est le 01 53 62 40 30. Ça, c'est la ligne Donc, Info c'est Droit, la ligne Santé Info Droit où ils peuvent directement poser toutes leurs questions à nos juristes. Donc, 8h midi, c'est une plateforme nationale. On vous a dit qu'on est une union nationale. Donc, on mutualise les ressources. Et ils peuvent aussi s'adresser à la délégation Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, 05 90 68 21 55. Donc, c'est de se dire, j'ai un souci, je ne sais pas comment le régler, mais j'essaie de trouver avec France Assos Santé les ressources. Comment faire, voilà, pour y arriver. Non, mais c'est ça. Mais le but, c'est vraiment c'est la communication. Vous savez, la plupart des conflits qu'il peut y avoir, à partir du moment où vous vous mettez autour d'une table et que vous discutez avec le professionnel de santé, la majorité des problèmes se règlent autour d'une table. C'était très bien cette idée, Jordan, que d'afficher les coordonnées pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas eu le temps de noter. Eh bien, vous allez voir à l'écran les coordonnées de France Assos Santé. Et puis, on va le rappeler d'ailleurs, les deux numéros. Alors, le premier numéro où on peut poser toutes nos questions et le second pour entrer en contact avec vous, France Assos Santé, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Donc, la ligne Santé Info Droit au 01 53 62 40 30. Et puis, le numéro de France Assos Santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy qui s'affiche 05 90 68 21 55. Voilà. Merci à vous. Je profite pour vous montrer la page santé qu'il y aura ce week-end dès demain sur le magazine L'Hebdo. Voilà déjà quelques mois que chaque semaine sur ce magazine L'Hebdo, nous avons une page consacrée à la santé. On salue d'ailleurs tous les autres médecins qui ont déjà participé à cette page santé. Ce week-end, à partir de demain, on va retrouver le docteur, ça s'affiche, le docteur Inès Glode, qui était déjà là la semaine dernière, mais qui a continué la suite de ce qu'elle nous expliquait la semaine dernière. Et donc, elle va nous parler un petit peu de l'orthodontie, puisqu'on ne connaît pas beaucoup. Et elle nous explique un petit peu cette spécialité. Voilà. Donc, tous ceux et celles qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer ce magazine L'Hebdo, puisque cette page santé est très importante, voire
primordial. J'aimerais aussi profiter pour faire un coucou aux téléspectateurs qui nous suivaient depuis Saint-Martin, depuis Saint-Barthélemy, depuis, on a eu des téléspectateurs qui nous ont envoyé quelques questions depuis Montréal, depuis Boissy-Saint-Léger. Enfin bref, merci à vous de nous suivre. Rendez-vous jeudi prochain. Nous allons parler jeudi prochain de la maladie du lupus. Voilà. Donc soyez au rendez-vous, toujours 20h, 21h, même lait, même télé, Zoja Connect.